Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite review à chaud de la série Saint Knights of the Zodiac, produite donc par Netflix. Et je vous préviens, comme toujours, je vais spoiler. Voilà, bon, je vous préviens, c'est de l'impro, j'ai pas préparé de canvas, et je n'ai vu la série qu'une seule fois. En même temps, c'est une review à chaud. Donc, bon, ça va, mes souvenirs sont bien en place, mais désolé s'il y a une petite approximation de... Vous me corrigerez dans les commentaires. Voilà, donc je vais commencer avec 2-3 considérations sur la mise en scène, mais je vous préviens, je ne vais pas rentrer trop dans les détails et tout décortiquer plan par plan, etc. J'en ai pas la prétention et je n'ai pas l'intention que la vidéo dure 3 heures. Bref, commençons par le commencement, le générique. Il y a un truc qui m'a marqué positivement dans le générique, mais que malheureusement on n'a pas retrouvé dans la série en elle-même. Justement, c'est un aspect de la mise en scène, c'est qu'il y a un superbe plan séquence qui doit durer genre 10 secondes. On voit tous les chevaliers de bronze dans une arène de ce qu'on croit donc être à ce moment-là le sanctuaire. Et la caméra, un peu comme dans le premier Avengers, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin petit spoiler d'Avengers, si on peut dire, je pense que tout le monde l'a vu, c'est justement un plan séquence où ils vont d'un super-héros à l'autre, et la caméra se balade dans tout New York. Ben là c'est la même chose, mais dans l'arène. Et ça va vite, mais les mouvements sont fluides, enfin, tout est très net, compréhensible. Et là, je me suis dit, waouh, ça envoie du lourd, mais en même temps, bon, je suis pas dupe, c'est vrai, c'est un générique. Enfin, je dis que je suis pas dupe, mais bon, voilà, j'avais un peu naïvement espéré retrouver cette séquence-là. On ne l'a pas vue. Maintenant, voilà, je voulais commencer par un point plus singulier, mais d'une manière générale, je dirais que la mise en scène n'est pas forcément le problème. Tout n'est pas parfait, mais voilà, il y a quelques recherches au niveau des cadrages, au niveau des mouvements de caméra, du coup, pas trop, enfin peut-être, il faudrait que je la revoie, hein. Peut-être qu'il y a des trucs qui me sauteraient plus aux yeux. Je vous cache pas que mes yeux et mes oreilles étaient attentifs, enfin surtout mes yeux étaient attentifs plutôt au côté adaptation, scénario, animation. Voilà, j'avais le couteau entre les dents comme un peu tous les fans, j'imagine. Même si je vous préviens, je n'avais vu que le premier trailer du mois de décembre. Je suis pas du genre à regarder trop de bandes annonces. En général, je le fais même pas pour être le moins possible spoilé. Bref, je m'égare pas trop. Et malgré tout, j'étais quand même un peu sur la réserve. Mais voilà, je n'avais pas trop de crainte au niveau de la mise en scène. C'était plutôt sur les aspects scénario-animation que j'avais des doutes. Donc je me suis plutôt concentré là-dessus. Mais voilà, je dirais par exemple qu'il y a un truc pour moi qui a été mal géré. C'est l'iconisation d'Aiolia, le premier chevalier d'or qu'on voit. D'ailleurs, je trouve qu'on voit trop vite un chevalier d'or. C'est quand même le Graal, c'est quand même le sel de la série, même si ça s'appelle Seiya. Seiya est un chevalier de bronze. Les fans sont toujours bien plus attirés par les chevaliers d'or. C'est ce qu'on veut voir le plus. C'est ce que tout le monde attend. Comment vont-ils adapter l'arc du sanctuaire? Là, franchement, voilà, je lui dis, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'après 20-30 secondes après le générique, évidemment, on voit déjà Aiolia qui intervient, revêtue de son armure d'or. Alors c'est sûr, dans le manga, on voit très vite Aiolia dès les premiers épisodes, mais il est habillé, je vais dire, en civil. On ne l'utilise pas direct comme un chevalier d'or. Alors à la rigueur, si vous voulez montrer un chevalier d'or, justement, iconisez-le. Gardez un certain mystère quant à son apparence, ne le dévoilez pas comme ça de manière trop nette, trop distincte. On le voit trop bien, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, au niveau iconisation, il y a un personnage qui l'a très bien été, c'est Ikki, dans l'épisode 5, je crois, quand il apparaît, avec un panoramique qui démarre du bas vers le haut. Si je me souviens bien, il y avait une musique plutôt épique derrière. C'est peut-être classique, mais ça marche bien. Voilà, sinon, alors je sais que c'est de la mise en scène d'un point de vue esthétique, ça fait appel à un travail de la photographie, de la direction artistique. J'englobe ça dans la mise en scène dans mon propos, voilà. Mais je trouve que d'une manière générale, les décors sont plutôt beaux. Il y a un joli jeu sur la lumière avec les couchers ou les levées du soleil. La texture est très bien rendue, parfois j'ai l'impression qu'on est presque en prise de vue réelle, même si je me doute que non, hein. Bon, c'est une série en images de synthèse exclusivement, je pense. Alors ça va peut-être vous paraître être des détails, mais pour moi ça compte. Désolé si je vais plic-ploc d'un épisode à l'autre, mais par exemple, on a Shiryu. Oui, j'arrive au scénario. Je sais que vous attendez mon avis sur les scénarios. On est un peu tous là-dessus, mais voilà, je tiens à le dire, c'est important.
Il y a un très bon rendu des textures au niveau des sons. Par exemple, le bouclier de Shiryu, donc une armure de bronze, mais on sait, il est connu pour sa solidité, et c'est revendiqué dans l'histoire. Le son qu'ils ont donné, un espèce de son métallique comme ça, ça fonctionne très bien. Ou alors quelque chose, mais j'étais même en admiration devant, je vous jure. C'est le casque de... Je crois qu'il s'appelle Genko. J'ai pas lu le manga ces dernières semaines. J'ai un peu oublié. Le maître d'Iki, enfin son maître, oui. Celui qui le torture pendant 6 ans en lui disant « il faut que tu haïsses, tu haïsses ». Bon, vous voyez de qui je parle avec son masque. Voilà, le masque, la texture du masque. Quand on l'entend tomber par terre, on entend vraiment... Ils ont bien rendu le bruit du bois. Et c'est marrant parce que j'ai toujours imaginé que ce masque était en bois. Or, ça n'a jamais été explicité à aucun moment, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Mais voilà, je sais c'est des détails, mais ça compte. Ça prouve qu'ils ont le souci du détail, excusez-moi de réemployer le mot. Ce rendu au niveau des textures est palpable, est crédible, et voilà, ça je trouve que c'est une bonne chose. Sinon, je vous l'ai dit, je n'ai pas remarqué, voilà, j'ai mis une critique sur la façon dont le lion est amené, mais pour le reste, voilà, je pense que la mise en scène a été travaillée correctement. C'est assez dynamique, je trouve que les épisodes sont plutôt bien rythmés. Personnellement, à chaque fois, je me disais, ah, c'est déjà fini. Non pas qu'il n'y avait pas un cliffhanger pour me le faire comprendre, mais voilà, il n'y a pas de sensation de lenteur, mais quelque part, justement, ça va trop vite. C'est méga rushé. C'est peut-être même, j'en arrive au plus gros point noir pour moi de la série, et là, on le redoutait, c'est rushé. On sent qu'ils ont trop vite envie d'en arriver au plat de résistance, les Chevaliers d'Or. Alors, il n'y a que 6 épisodes. Personnellement, je trouve ça trop peu, même si je sais que d'autres séries Netflix ne font pas plus. La fameuse dernière saison de Game of Thrones, je sais c'est pas Netflix, mais il y avait que 6 épisodes. Bon, il durait 1h30, donc tout est relatif. Bref, maintenant, on est dans une époque où il faut s'habituer à des séries, aux épisodes, enfin, au nombre d'épisodes, pardon, des saisons, je veux dire des saisons où le nombre d'épisodes est très court. Voilà. Mais il nous avait été promis 12. Donc, forcément, on s'y habitue, on s'attache à l'idée d'avoir 12 épisodes, ce qui est en général quand même la tape, hein, c'est un peu la moyenne. Voilà, ça se termine, Iki est déjà vaincu. Le tournoi, les Galaxian Wars, ben, ça a été speedé, ceux qu'on appelle les bronzes mineurs, ils étaient dehors en un coup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, à part Jabu de la licorne, on a les 4 autres qui se barrent. Et ils disent, bah ouais, on n'a plus de raison d'être là, nous on est déjà vaincus. Ok, mais en fait le loup, hein, il s'est pas battu normalement. Bon, il y a l'hydre qui s'est fait battre par Yoga. Ok, Geki par Seiya. C'est dommage qu'on n'ait pas eu droit quand même à la scène iconique où justement Geki a il a le dessus au début. Et voilà, les bronzes qu'on appelait les bronzes... En fait, ils sont devenus bronzes mineurs, parce que par la suite de la série, ils ont été complètement mis de côté. Mais sinon, lors du tournoi, ils se défendaient plutôt pas mal. Ils ont tous mis un peu en danger les chevaliers de bronze majeurs, je veux dire, qu'ils ont affrontés. Ici, on n'a même pas eu droit donc à la fameuse scène où Geki, il étrangle Seiya, il le tient par la force de ses 2 bras, et ça dure genre une demi-heure, vous voyez ce que je veux dire? Ici, pas du tout. C'est vrai, au début, il lui met quelques coups, mais encore non, Seiya les part. Mais voilà, il le domine un peu, si on peut dire. Le premier Pegasus Ryosenken, c'est fini. Mais voilà, donc je disais, il y a l'hydre, il y a Geki, j'ai dit Iki, excusez-moi, je pense que j'ai dit Iki, Geki bien sûr, le chevalier de l'ours, ils ont été vaincus à l'écran. On a pu deviner le combat de Ban du Lyonnais contre la licorne, Jabu, ce qui fait qu'il est au second tour. On l'a eu hors champ, il y a un combat qui a eu hors champ, on ne le voit pas, mais on présume que c'est le même que dans le manga. Et alors le loup qui devait se combattre contre Iki, bah lui du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu de nouveau un combat, Jabu a peut-être déjà eu un deuxième combat, enfin bref, bon. Vous allez dire c'est peut-être pas très important, mais tout ça pour dire, voilà, cette partie-là est rushée. C'est marrant que je dise ça parce que le premier épisode, qui est un épisode de pure exposition, où là, venons-en au scénario pur et dur, même si je dis ça, mais je suis déjà dedans en fait. Hein. Là, le Netflix a pris beaucoup de liberté avec l'histoire d'origine, et ça, j'aime autant vous le dire tout de suite, moi ça me dérange pas tant que ça. Alors allez-y, tirez à balles réelles si vous voulez. Voilà, autant, c'est vrai, j'avoue, j'étais content quand j'ai découvert le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud pour comparer des adaptations de manga qu'on a connues dans les années 80 au Club Dorothée pour les francophones, bien sûr. Bon
j'étais content parce que c'était très fidèle, c'était un bel hommage rendu donc, au dessin animé, en l'occurrence Nicky Larson. Mais c'était clairement le cahier des charges, l'intention première, c'était de prouver qu'il était capable de retranscrire à l'écran dans un film français une histoire animée japonaise. Et donc la notion de fidélité était là très importante. Sinon, je pars du principe, au cinéma, que ce soit dans les films donc, ou dans les séries télé, que lorsqu'on adapte une œuvre préexistante, que ce soit donc un manga, un comics ou un livre, bien sûr, on n'est pas obligé d'en faire une IRM, un scanner, et de rendre une copie conforme. Je trouverais même ça totalement inintéressant. Pour moi, c'est bien d'amener sa touche. Donc une petite réécriture de l'histoire, surtout qu'on part de zéro. Ici, c'est un reboot qui ne se rattache à aucune des fictions Senseiya que l'on connaît. Ça ne s'intègre dans aucune narration déjà établie. Donc, y mettre ça... y recréer un petit peu la jeunesse, pour autant qu'on respecte évidemment les éléments de base. Ça doit rester des chevaliers, la mythologie grecque doit être présente. Ils l'ont fait, Aiolos évidemment mourant, qui cède Athéna bébé à Mitsumasa, voilà. Les éléments phares, le cosmos, enfin, tous ces trucs-là doivent s'y retrouver, pour moi, c'est clair. Après, comment c'est amené, l'ordre des combats, enfin bref, voilà, bon, vous avez compris. On peut jouer un peu avec ça. C'est ce qu'ils ont fait, donc voilà, moi ça ne me dérange pas, tant que ça reste crédible et justifié. Ça n'a pas, selon moi, toujours été le cas. Mais voilà, tout ça pour dire que le premier épisode prend le temps d'installer les choses, et je me dis c'est marrant. Au final, voilà, j'avais peur que ça speed, et non. J'en venais même à me dire, parce que j'ai vu sur Netflix, vous savez comment c'est présenté, on voit les miniatures de chaque épisode. J'ai bien vu qu'il y aurait Ikki, il était de toute façon déjà dans le trailer, on savait que ce serait le méchant, ou en tout cas un des grands méchants de l'arc, enfin de la première saison. Donc voilà, j'étais même étonné. Alors c'est vrai, le premier épisode on installe les choses, et dès le deuxième, le combat contre Cassios, même chose, enfin, tout va beaucoup trop vite. On sent vraiment qu'ils veulent balayer ça d'un revers pour en arriver, en l'occurrence, aux Silver Saints, qui sont Misty est teasé à la fin de l'épisode 6, donc la deuxième saison va tourner autour de ça. Et je vois les choses venir. On aura 6 épisodes, ce sera réglé. Et ensuite, du coup, une troisième saison. 6 épisodes, ils vont aller jusqu'à la maison de la Vierge, et puis les 6 suivants, les 6 autres maisons, plus la bataille contre Saga. Enfin, peut-être même qu'ils vont balayer la maison du Bélier, puisqu'il ne s'y passe rien, enfin, rien, il n'y a pas de combat, et ils vont mettre Bélier-Taureau dans un seul épisode. Enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée. J'ai l'impression que c'est très mécanique comme découpage, et qu'il faut s'en tenir à ça. La production, genre, leur dit, vous vous démerdez, vous me bouclez tel arc en 6 épisodes, tel arc, c'est découpé par tranche de 6, quoi. Voilà, je le vois comme ça. Après, voilà, il y a des choses qu'on attendait. Les Black Saints, c'est quand même, avec Ikki, donc, un arc à part entière qui vient après celui des Galaxian Wars, et on n'a même pas droit aux Black Saints. Alors j'ai l'impression qu'ils ont voulu corriger quelque part quelques incohérences du manga. Et là, ils se sont dit non, pourquoi ce seraient des jumeaux, des chevaliers de bronze qu'on connaît? C'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Mais en attendant, ils étaient iconiques. Leur combat était iconique. Et ils les ont remplacés par des êtres désincarnés. Le seul dont on voit le visage, c'est Cassios. Et je trouve ça dommage, j'ai rien contre Cassios, mais je trouve ça dommage qu'il ait eu droit à une espèce de revanche contre Seiya, où il maîtrise le Ryusenken. Il lui donne un autre nom, mais on voit bien que c'est exactement le même pouvoir. Moi j'aimais bien l'idée que Cassios, ben voilà, c'était un mec justement un vaincu, si je puis dire. Un mec qui n'a pas suivi le bon chemin intellectuel en quelque sorte, pour apprendre les valeurs de la chevalerie, je vais dire ça comme ça, enfin, c'est peut-être pas le bon terme qu'il faudra employer, mais voilà, même si Shaina est quelqu'un de très puissant, j'ai quand même l'impression qu'elle n'était pas aussi douée que Marine pour former un bon Saint, pour reprendre le bon terme, vous voyez. Et là, non, il a été récupéré par la Fondation, par Guarl, il s'appelle comme ça, je crois, hein.
C'est un clin d'œil au nom de la fondation Grad, j'ai l'impression. Mais une mauvaise fondation, malveillante, dans ce cas-ci. Voilà, donc les Black Saints, non, j'ai pas été convaincu. Alors désolé si je parle un peu dans le désordre, mais vous allez me dire, mais vous allez vous dire, il n'a toujours pas parlé de Sean. Oui, bon, bah, la polémique, on la connaît, je la partage, même si je suis pas vraiment du genre à gueuler avant l'heure. C'est clair, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Mais j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que tout a déjà été dit. Voilà, on avait un personnage masculin nuancé, très intéressant, ils l'ont enlevé. Mais quelque part, ils m'ont surpris dans le sens où je me suis dit, ils vont en faire une nana badass. Aujourd'hui, c'est un peu ça, quand on met des nanas dans les histoires, c'est pour en faire des tueuses, que vous voyez. Et ben non, elle a exactement le même caractère que Sean. Bon, ouais. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, pour moi, c'est clair que c'est un manquement, mais voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à gueuler là-dessus. C'est plus une surprise, on le savait, c'était établi. Voilà, ce qui m'a gêné dans l'histoire, et ça c'est dû au rush, ce sont des conséquences sous-jacentes de cette volonté de renfermer le plus possible de pivot narratif en 6 épisodes. Eh bien, c'est que les revirements comportementaux des personnages sont trop rapides. Peut-être pas celui de Seiya au début, où là, Mitsumasa a quand même bien pris le temps de le motiver, comme quoi il retrouverait sa sœur s'il faisait ce qu'il lui dit. Mais sinon, Yoga, et là, c'est vraiment repris. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont plus attachés à l'anime de 86 et n'ont pas forcément lu le manga, hein, c'est souvent comme ça, sauf les fans évidemment. Donc il faut savoir que dans le manga, ben justement, Yoga, quand il arrive au Galaxian Wars, il est bel et bien envoyé par le Sanctuaire. Donc je sais, ça peut dérouter, mais c'est pas une invention de Netflix. Ce qu'il est par contre, c'est qu'il va retrouver Saori, ou Sienna, oui je vais venir les prénoms. Oui, donc désolé, je garde l'habitude de dire les noms à la japonaise ou même à la française. Nous, à part dans le manga Dragon Ball, où il y a certains noms qui ont été traduits, Piccolo qui devient un petit cœur, quelques trucs comme ça. Sinon, en général, voilà, dans les dessins animés du Club Dorothée, on respectait plus ou moins... Ah non, dans Juliet, je t'aime, ils ont tout changé, mais bon, je m'égare, peu importe. En tout cas, dans Senseiya, Seiya, c'est devenu Seiya, ouais, bon, mais sinon, c'était Shiryu, c'était Yoga, c'était Sean, et maintenant, de toute façon, on regarde en général les dessins animés en VO. Mais les Américains, pas. Bon, ils n'ont pas traduit Seiya, parce que bon, sinon, ils devaient changer le titre de la série. Mais sinon, vous avez derrière moi... vous avez donc Sienna au lieu de Saori, vous avez... Enfin, je sais pas pourquoi je vous le dis, parce que vous êtes dans le spoiler, vous avez donc forcément regardé le truc. Voilà, ça, je trouve que c'est un peu débile. C'est vrai que ça change rien à l'histoire, mais c'est pour le principe. Les Américains sont pas cons, ils peuvent comprendre un nom japonais quand même. Voilà, ça m'a un petit peu dérangé pour l'intention. Mais donc, Magnus s'apprête à tuer Sienna, et puis, elle lui dit ah oui, en fait, il faut que je te dise un truc. Je sais plus exactement comment elle tourne sa phrase, mais elle commence à parler et ça l'arrête dans son élan. Enfin, il a été un peu vite convaincu, même si les arguments sont là, hein, avec la fausse prophétie et tout ça, enfin bon, vous savez. Tout comme quand tous à l'unisson vont reconnaître en Sienna la déesse Athéna. C'est sûr, encore une fois, ils justifient ça comme ils peuvent. Et ça tient plus ou moins, si je puis dire. Bon, enfin bon, ce sera à l'appréciation de chacun. Langiti, ouais, le vieux maître, il m'a pas envoyé ici par hasard, il y a forcément une raison. Mais elle développe même pas son cosmos. C'est comme, en tout cas, dans l'anime, c'était comme ça. Dans le manga, c'est vrai que c'est peut-être plus à l'oral, mais bon, je sais plus, il faudrait que j'aille relire, désolé. Voilà, c'était il y a longtemps. En tout cas, il en faut plus que ça pour les convaincre. Ça va un peu vite, c'est un peu facile. De même donc que Magnus, il était sur le point de la tuer et... Revirement. Et puis, ah non, c'est vrai, ok, ça va, j'ai compris que t'es Athéna, je vais pas le dire aux autres, mais je retourne me battre gentil, et voilà. Bon. Alors l'animation, pour moi, il y a à boire et à manger. Clairement. Au début, franchement, j'avais de la peine pour eux. Je repense à la séquence dans la rue, quand Seiya est donc adolescent, il retrouve des soi-disant potes à lui, puis il l'agresse, et alors il y a un caïd qui s'amène. Mais la façon dont il bouge ses lèvres, l'animation est pauvre. Ça m'a fait penser à deux choses. À certaines stars féminines hollywoodiennes qui se botoxent à outrance une fois qu'elles arrivent à la cinquantaine et qui savent même plus bouger leurs faciès tellement elles sont chirurgiées de partout. Ou alors, attention, j'ai de l'affection pour la série dont je vais vous parler, mais pour les plus anciens d'entre vous, enfin je présume, vous devez vous souvenir
Je ne sais pas si c'était belge ou français, c'était dans les années 90. C'était une série à caractère éducatif pour apprendre l'anglais aux enfants. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais le personnage c'était Victor. Enfin, Victor. Et il disait toujours « Hi, my name is Victor and I want to learn English ». Il avait une animation excessivement basique, c'était même pas du 24 images par seconde à mon avis. Je caricature un peu, mais franchement, le visage de ce personnage-là, c'est un des premiers qu'on voit dans l'histoire évidemment, en dehors de Seiya et de sa sœur et d'Aiolia. Et je me dis merde. D'ailleurs Aiolia, j'en ai parlé tantôt dans le cadre de la mise en scène, mais au niveau animation, je trouve qu'il fait un peu jeu vidéo. J'avais l'impression de voir les graphismes de certains jeux vidéo des années 2000, début 2000, ou même de personnages FIFA. À l'époque, on se disait c'est déjà très évolué, c'était déjà un bon FIFA, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est quasi les joueurs eux-mêmes que vous voyez à l'intérieur. Hein. Voilà, donc au niveau graphisme, les décors magnifiques, mais les personnages, et même dans leur façon de bouger, je trouve que c'est pas super fluide. Mais ça dépend. Quand il y a de l'action, là ça va. Enfin, personnellement, il y en a certains qui sont plus aguerris que moi dans le domaine. Pardon. Je trouve donc qu'au niveau de l'animation, c'est un peu un coup oui, un coup non. Quand c'est action-action, avec du mouvement, ça va, les gestes sont bien j'allais dire décousus. Bien découpés plutôt. Pas décousus justement. C'est plutôt fluide, ça marche, c'est lisible. Mais quand les personnages parlent ou marchent et qu'ils font donc des actions plus calmes, bah ouais, je suis mitigé. Maintenant, ça me choquait de moins en moins. Alors, est-ce que c'est moi, mes yeux, j'ai peut-être fini par m'y habituer, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde ça avec un peu de recul. Voilà. Alors bon, bah, je suis désolé, je vais rebondir sur le générique. Il y a un truc que j'ai trouvé cool. C'est la musique. Ils ont donc repris le Pegasus Fantasy. Traduit en anglais, bah oui, mais c'est cohérent, ça reste une série américaine, donc c'est dans cette logique-là qu'il faut le comprendre. Mais là, pour le coup, ils ont même recopié des plans de l'ancien générique. Et je trouvais ça cool. Et là, au niveau du scénario, pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est que donc, après avoir rencontré Mitsuma Sakido, Seiya, il part donc sur l'île de... Je vous avais dit, il y aura l'une ou l'autre approximation. Il repart sur l'île de Kionos, c'est un truc comme ça. Donc là, c'est une différence par rapport à l'histoire d'origine. Il ne va pas s'entraîner au sanctuaire. Il va sur cette île-là parce qu'on lui promet que c'est là qu'il retrouvera sa sœur. On ne sait pas trop comment il y arrive, hein, puisqu'il saute de l'hélicoptère, il est en pleine forêt, il ne sait pas où il est, il atterrit dans une grotte, il passe la nuit là, et puis tout à coup, non, il est là dans un petit village de, on va dire Kionos. Désolé, je vais appeler l'île Kionos. Et vous avez remarqué, ils ont bien reproduit la scène lors du combat contre Cassios, mais on voit ce qui est supposé être le grand pop, on est d'accord, c'est tout à fait la représentation de Shion. Qui à un moment donné fait un petit discours très bref, hein, genre pour dire vous pouvez commencer à vous battre, et même, il est coupé même, et il y a Cassios qui commence déjà à donner des coups à Seiya alors qu'il n'a pas fini de parler. Donc, implicitement c'est Shion. Or, nous ne sommes pas au sanctuaire. Donc qu'est-ce que ferait le grand pop dans un endroit qui n'est pas le sanctuaire? Vous me direz, le grand pop peut se balader. Je pense qu'il n'a jamais été interdit dans les grandes règles de la mythologie Senseiya. Est-ce qu'il est interdit que le grand pop voyage? Je ne pense pas, d'autant que dans l'histoire d'origine, après la bataille du sanctuaire, implicitement il est compris que c'est Doko le grand pop en fait. Pourtant il est toujours bien en Chine. Enfin bref, on comprend qu'il y a déjà une couille avec le sanctuaire de toute façon. Maintenant, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le sanctuaire a potentiellement deux ennemis, car Guard, Dexter Guard, je sais plus, enfin le rival de Mitsuma Sakido, il a son business de son côté, lui. Il n'est pas directement lié au sanctuaire. Ikki bosse pour lui, mais Yoga, lui, par exemple, était envoyé, comme dans l'histoire d'origine, par le sanctuaire. Donc, jouer sur trois fronts, ça, je trouve que c'est pas mal, et ça pourrait donner un peu plus de légitimité au sanctuaire, qui pourrait donc être dans l'erreur en attaquant Athéna sous le prétexte d'une fausse prophétie, mais qui pourrait peut-être croire de toute bonne foi. Donc peut-être que le grand pop du sanctuaire n'est pas malveillant, mais qui va quand même se retrouver confronté à Athéna, mais cette fois pour des raisons plus innocentes que dans le manga d'origine, où là c'est Saga qui est perverti par le mal. Voilà. Tiens, autre chose.
Poséidon et Hadès sont déjà évoqués. Donc ici, il y a une volonté, clairement, de créer une cohésion avec l'ensemble de la mythologie. Parce qu'à l'époque, bien sûr, quand Kurumada a créé son histoire, au début, on a même le sentiment qu'il n'avait pas forcément en tête de créer 12 chevaliers d'or. Il y avait une armure d'or, c'était centré sur Seiya, puis il a développé les choses. Et maintenant, on le sait, il n'écrit plus qu'autour d'Hadès. Et il essaye même de créer, enfin il fait plus qu'essayer, il crée même des préquels à l'histoire du sanctuaire, à la jeunesse d'Aiolos, de Saga et tout ça, en mettant du lien avec Hadès. Donc désormais, il a réussi, et ça tient en plus, il a réussi à justifier toute la genèse de la saga, si je puis dire ainsi, sous le seul fait d'Hadès. Et on sent que la série va tirer dans cette direction-là, puisque Hadès est déjà évoqué, on fait déjà allusion sans la citer à une guerre sainte. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, pour revenir au générique et pour revenir au grand pop, on voit quand même Evil Saga, qui là, pour le coup, est directement tiré de l'anime. Parce que si la trame du scénario est bien puisée sur le manga, les codes couleurs, les codes esthétiques, c'est l'animé. Hein. Bon. Maintenant, voilà, on a quand même alors du coup deux grands pop ou un grand pop qui va encore une fois virer de bord. On verra, enfin, virer de bord, vous avez compris, voilà, on verra par la suite comment ils vont traiter ça. Mais voilà. Bon, bah, je pense quand même que j'ai fait le tour. Vous l'avez compris, je ne me mouille pas dans un sens ou dans l'autre. Je ne fais pas ça pour être consensuel et pour plaire à tout le monde. Au contraire, je sais que je vais m'attirer les foudres de ceux qui ont adoré. Et à l'inverse, il y en a qui vont dire que je suis trop bonne patte, je suis trop gentil, entre guillemets. Bon, peu importe, moi je m'en fous, de toute façon je donne mon avis, je ne suis pas là pour plaire à Pierre-Paul Jacques. Voilà, donc globalement, moi je ne suis pas contre l'idée que cette série existe. La saison 2, quand elle sortira, je la regarderai. J'ai pas été conquis. Voilà, en gros, moi le fait qu'ils aient pris des libertés, ça me dérange pas. Maintenant, la bataille des hélicoptères. Franchement, les Chevaliers Noirs, c'était réglé en 3 minutes. La bataille des hélicoptères, elle a duré un quart d'heure. On a même eu des plans à répétition, s'il vous plaît, arrêtez ça, quoi. J'étais pas contre à l'idée d'avoir un peu de G.I. Joe dans le bazar, mais... Bon... Voilà, à l'avenir, prenez des libertés, ok, mais n'en faites pas des plombs, parce que la série est rushée, mais bizarrement, ils se sont attardés sur ce truc-là. C'est comme un petit truc qui m'a amusé. Vous voyez, je disais tout à l'heure, pourquoi changer les prénoms, c'est un peu ridicule. Mais pourquoi est-ce qu'un personnage secondaire comme Esmeralda, il l'appelle Esmeralda, elle, non, on n'y touche pas, quoi. Il y a des trucs comme ça, mais bon... Je suis mitigé, voilà. Ma conclusion est que il n'y a pas forcément de quoi gueuler pardon. Il n'y a pas de quoi gueuler au scandale, à part pour Sean, qui devient Sean, donc. Le fait qu'on en ait fait une femme, pour moi, oui. On l'a dit à l'époque, je suis d'accord. Pour le reste, bien sûr, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs à redire, mais pour moi, il n'y a pas de sacrilège absolu. J'ai déjà vu pire en matière d'adaptation de Senseiya. Maintenant, oui, bien sûr, c'est pas le chef-d'œuvre non plus. Voilà. Bien sûr, si les 6 épisodes suivants sortent prochainement, ben, quelque part tant mieux, je suis quand même curieux d'en voir plus et d'avoir un avis peut-être un peu plus tranché, en bien ou en mal, sur la série. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas donc dans les commentaires que vous soyez d'accord ou pas. Déchaînez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao!